Eh ben, bonjour Patrick, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà encore une fois réunis pour parler de... Du signe du taureau. Bonjour à tous. Merci Pierre. Eh ben, très très heureux de poursuivre cette série qui était un peu logique, mais enfin il fallait aussi que ça plaise à nos amis. Donc après le bélier, logiquement, nous arrivons en taureau et donc pas mal de choses à dire, j'imagine. Malgré que le taureau soit lié à l'argent, cette vidéo sera gratuite quand même, t'es d'accord? Absolument. Eh bien alors, sans plus attendre, un petit jingle et puis on y va. Eh bien voilà, nous sommes maintenant avec le signe du taureau. La précédente vidéo était consacrée à celle du bélier. Et on avait vu que le bélier, eh bien, c'était tout feu, tout flamme, un passionné. C'était à l'image du petit oiseau qui essaye de sortir de sa coquille. Voilà, il crève la coquille pour sortir. Voilà, il naît à la vie. C'est le bélier avec toute sa spontanéité, toute sa candeur, tout son côté brûle, qui brûle pas la vie par les deux bouts. Hein, c'est bien le bélier. Voilà. Et le taureau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va poursuivre avec cette image du petit oisillon. Hein. J'aime bien cette histoire parce que j'avais raconté dans un livret là tiré d'une conférence que j'avais donnée à Paris-Le Monial. Ça avait beaucoup plu. L'histoire du petit oisillon. Donc, on va le voir qu'à travers les 12 signes, on voit toute la progression finalement que l'on fait dans une vie et même plus encore dans l'évolution de l'homme dans le zodiaque. Donc voilà, le petit oisillon est sorti de sa coquille et à quoi il va penser en premier? À manger. C'est le taureau. C'est la phase du taureau. Donc, il va se débrouiller à manger. Et c'est pour cela qu'on dit souvent que le taureau, c'est un gourmand, c'est un gourmet. Et c'est vrai, c'est vrai. Il aime manger, il aime tous les plaisirs, il aime la bonne chair. Donc, voilà, c'est vraiment une nature voluptueuse en plus, hein, qui est concernée par finalement tous les aspects sensuels de la vie. Hein. Il a les 5 sens toujours en éveil et on peut dire que c'est un bon vivant. Voilà. Là, c'est la particularité du taureau. Et que nous révèle donc déjà l'histoire nous apprend que chez les Chaldéens, on l'appelait la mâchoire de bœuf. Hein. Ah Donc vraiment, c'est très ancien, cette histoire de taureau, de représentation par l'animal. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un animal qui est assez corpulent. Hein. C'est souvent le dos à le taureau, le natif du taureau a une carrure assez forte. Hein. Pas trop les femmes, bien entendu. Et on peut le reconnaître aussi, le front, vous voyez, un peu comme le mien, je peux pas le cacher, je suis taureau, vous voyez. Il y a un grand front et puis un espace ici entre les sourcils, voilà. Et puis là, le cou du taureau, voilà. Donc c'est l'animal. L'animal est puissant comme cela. On peut compter donc sur lui, sur sa force, sur son côté protecteur. Hein, on le verra en psychologie après. Et donc le signe. Le signe, qu'est-ce qu'il nous révèle? la C'est tête. tout d'abord la tête du taureau. Hein, voilà, la tête de l'animal, on voit bien, avec ses cornes. Mais c'est plus que cela. Quand on regarde bien le symbole, il y a ce cercle, le cercle de la matière, qu'on a déjà vu dans les vidéos avec Vénus, avec Mars, etc., le cercle de la matière. Et puis, au-dessus, il y a donc les fameuses cornes du taureau. Mais c'est pas seulement les cornes du taureau, c'est aussi un cercle lunaire. Voilà, c'est un rayon lunaire. On va le voir aussi dans la psychologie du taureau et on va la voir aussi dans les 3 dimensions de ce signe qui sont super intéressantes. Mais tout d'abord, qu'est-ce que on va voir? On va voir avec toi, Pierre, la Vénus qui est concernée par cette maîtrise du taureau. On dit souvent que c'est Vénus qui maîtrise le signe du taureau. On l'avait vu dans les précédentes vidéos. On a attribué à la fois au taureau et à la balance
la même planète qui est Vénus. Mais c'est deux Vénus différentes. La Vénus, donc, Luciferas, ou Luciferus du Taureau, donc plus en rapport avec les forces primitives de Vénus, et puis la Vénus Vespera, c'est-à-dire la Vénus du soir, qui est plus en rapport avec la balance, avec ce côté féminin, esthétique, orienté vers les arts, etc. Voilà. Alors, bon, Vénus, Aphrodite, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, mon cher Pierre? Écoute, c'est vrai que comme on a déjà pas mal parlé de Vénus, tu te souviens, dans notre fameuse vidéo sur Vénus, je vais peut-être pas trop y revenir. Tu sais, j'aime bien en ce moment regarder les personnages célèbres parce que je trouve que quand on fait de l'astrologie, souvent on nous dit ouais, c'est pas marrant, il y a des calculs et tout. Mais là, quand toi tu me parles des cornes lunaires, je pense à un artiste qui a le visage assez lunaire. Je pense à Gérard Jugnot, tu vois. Il est vraiment lunaire. Et puis évidemment, il est du signe du Taureau. Quand tu dis oui, les femmes sont pas charpentées, mais enfin, quand tu regardes une femme Taureau comme Adèle, je pense qu'elle représente aussi ce côté charpenté. Tu vois, alors après, j'ai regardé aussi parce que je me doutais que tu allais me parler de bien manger. Et tu te rappelles, parce que ça date un peu quand même, c'est cette histoire de grande bouffe. Tu te rappelles, à l'époque, ça avait fait vraiment la une, c'était difficile, c'était l'époque des valseuses, on commençait à parler de censure et tout, mais la grande bouffe, elle a été faite par un metteur en scène qui s'appelle Marco Ferretti. Alors, je sais pas si je prononce bien l'italien, mais Ferretti, c'est un taureau, tu vois, comme DSK d'ailleurs, tu vois aussi ce côté très charpenté, quoi. C'est pour ça que pour moi, la Vénus, si tu veux, de la balance, effectivement, elle est aérienne, elle est gracieuse, c'est le côté Aphrodite, en fait, c'est vrai. Et peut-être plus pour la Vénus du côté du Taureau, je la vois plus un peu comme Ishtar, tu vois. Tu parles de lune, puisque la lune, elle est quand même exaltée en Taureau. Donc, on a ce côté fécondité, ce côté, tu vois, très maternel en fait, mais une beauté beaucoup plus froide que la beauté de Vénus en Balance. Moi, je crois que personnellement, la Vénus en Taureau, c'est un peu Héra, tu vois, très froide, tout ça. D'ailleurs, on verra après dans la psychologie, les hommes taureaux, parfois, je dis pas ça pour toi, mais il arrive qu'ils soient quand même assez froids. Et bah, c'est sûrement pas Freud qui est taureau qui va me critiquer sur mon approche psychanalytique des deux Vénus. Voilà, un peu ce que je voulais dire. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je te rejoins dans le sens où effectivement c'est une Vénus un peu froide qui gouverne ce signe. Peut-être pas volontairement, je pense, mais c'est de la nature du taureau. Bon, il est quelquefois pas très expansif, hein. Et c'est vrai que lorsque j'ai cherché des taureaux célèbres pour illustrer notre propos aujourd'hui, bien j'ai trouvé, je me suis dit, la dernière fois on a pris deux hommes, alors attention, hein, donc là ça sera des femmes. Donc deux femmes vraiment qui me semblent vraiment typiques de cette capacité du taureau à être dans justement la beauté physique et charnelle et sensuelle. Eh bien il y a Laetitia Casta, hein, Ouais. qui est vraiment très représentative et dont on voit le thème là. Voilà, Laetitia Casta, qui n'a pas forcément un amas de planètes en taureau, hein, mais bon, qui est bien représentative de cette sensualité féminine. Et puis, Virginie Efira, qui est une actrice qui est vraiment extraordinaire parce que elle peut vraiment prendre tous les rôles. Elle est vraiment à la fois charnelle, bien entendu sensuelle, mais aussi très percutante dans sa manière de jouer, je trouve. Et en rapport avec le taureau gourmand, bien entendu, j'ai beaucoup apprécié l'un de ses films qui s'appelle Le goût des merveilles. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est Non, non. magnifique ce film parce que c'est sur un autiste, elle rencontre un autiste qui tombe amoureux d'elle
Et vraiment, c'est comme les merveilles, eh bien, c'est un fabuleux dessert, n'est-ce pas? Voilà. J'ai trouvé que vraiment, il y avait un bon rapport là avec ce côté gourmand du Le taureau goût. qu'elle interprète à merveille, hein. Mais bon, pas toutes les femmes taureaux sont comme cela, hein. Par exemple, je pense à Catherine Freud, par exemple, qui est pas typique physiquement d'une taureau. Et j'ai trouvé vraiment avec un amant taureau comme femme, j'ai trouvé donc le thème de Claudia Cardinal que vous pouvez voir maintenant à l'écran. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a une majorité de planètes en taureau, en plus avec Vénus à l'ascendant, conjoint Uranus, donc voilà le côté vraiment original dans sa manière de paraître. Alors, bien que ce soit une femme bélier, elle est vraiment à dominante taureau. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces trois femmes qui symbolisent bien avec leur beauté, leur sensualité, la nature du taureau. Ouais, j'aurais pensé que tu allais nous prendre Mireille d'Arc, peut-être, tu vois, ou Marie-France Pizier, parce que bon, on vit aussi à une certaine époque. Je pense que mon fils va me dire que j'ai sorti encore des gens de la naphtaline, mais je suis désolé, quand tu vas à Compostelle, tu peux pas ignorer le taureau Shirley MacLaine. Tu vois, qui dit je vais aller à Compostelle, tu vois, et dans ses films, elle est un peu comme ça, faut pas l'embêter, quoi. Il y a ce côté un peu, tu vois, Think Fix, j'allais dire bête à cornes, tu vois, et j'aime beaucoup Shirley MacLaine parce que elle a cette détermination, elle se met doucement en marche, mais après, une fois qu'elle est partie, voilà. Et puis, il y a aussi un peu le côté romantique, là. Tu te souviens peut-être le journal de Bridget Jones, peut-être que t'aimais pas trop les trucs à l'eau de rose, mais avec Renée Zellweger, je sais pas trop le prononcer, mais cette femme très taureau aussi, avec beaucoup de beauté quand même, mais une beauté effectivement plus matérialiste peut-être que les Deneuve et autres, je dirais balance quoi quelque part, hein. Bon alors par contre les femmes qui nous suivent vont dire mais alors il n'y a pas de beaux mecs dans cette histoire. Alors je vais faire un peu le pendant parce qu'il faut quand même pas oublier que le taureau est un signe féminin, donc les femmes vont être sensibles sûrement à Georges Clooney, tu vois, ça c'est vraiment le taureau. Ah, le taureau-type, hein, ça c'est vrai, hein. Après, tu as le James Bond, là, Pierce Brosnan aussi, tu vois, qui est taureau. Donc, on voit qu'il est assez froid, quoi. C'est pas comme Sean Connery, on sent qu'il est assez, enfin, je sais pas, calme et tout. Et puis, il y a aussi, alors, je sais pas si ça fait des fans pour notre auditoire, mais il y a Patrick Bruel, qui est aussi un visage assez rond, assez lunaire. Patrick Bruel, qui est aussi taureau. Bon, voilà, je veux pas en dire plus. On aura bien le temps de se faire d'autres citations, mais enfin c'est vrai que quand on voit, c'est difficile de dire aussi le délit, tu sais, un peu de sale gueule comme on dit dans la police, parce que on va dire ah ouais, physiquement il a un côté saturnien, il a un côté taureau. Et je pense qu'en vieillissant, avec le travail qu'on fait en astrologie, on s'aperçoit qu'il y a une dominante aussi. Sans connaître la personne, on se dit, tiens, ouais, effectivement, moi j'avais un collègue, c'est vrai qu'il est un peu comme Junio, très en rondeur, il aimait bien manger, etc. C'était un taureau, évidemment, quoi. Alors après, ça fait mettre des gens dans les boîtes, hein, faut faire attention à ça. Oui, attention à ça tout de même. On va pas les mettre dans une boîte. Allez, on va essayer de leur donner une forme dans un arcane, une arcane, une Ah, lame de tarot. alors, ouais, alors effectivement, si tu veux, au tout début, moi, je suis un peu remonté dans ce qui, pour moi, est important. C'est toute la mythologie et surtout la question des airs, tu vois, parce que là on est dans la grande question, est-ce qu'on est dans l'ère du Verseau et tout, et quid de l'ère du Taureau? Et l'ère du Taureau, à mon avis, c'était très important parce qu'on avait à cette époque, on avait le Minotaure, évidemment, hein, avec Dédale, etc. Donc ça, c'était en Crète, je crois. On avait aussi, je pense que tu vas en parler après, sûrement, peut-être pas, mais enfin bon, il y avait Apis, la déesse avec ou Hathor avec les cornes aussi. Et puis moi, je pensais aussi à cette époque le taureau ailé de Babylone. Tu sais, à Babylone, des taureaux avec des ailes, quoi, tu vois. Et je me disais, ce qui est dingue dans cette histoire quand même, c'est que les gens étaient à des milliers de kilomètres, ils ne se connaissaient pas, même s'il y avait sûrement des échanges commerciaux, mais ils célébraient
le taureau comme s'ils sentaient qu'ils étaient dans l'ère du taureau. Et je pense que chez le taureau, il y a une grande sensibilité, une grande émotion. Ils sont pas tellement analytiques, ils sont peut-être plus dans l'intuition. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a ce côté du taureau qui est important. Et c'est l'époque aussi des pyramides. Donc on a le taureau avec ses 4 pieds, tu vois, qui bouge pas. Moi, j'habite à Nîmes. À Nîmes, il y a la place du taureau. Et le taureau qui est là, c'est en fait un taureau qui était à l'exposition universelle. C'est pas le taureau de la feria d'ici, parce que aussi à Nîmes, le taureau, ils ont une tendance un peu à être, ils ouvrent les abattoirs comme ça de temps en temps. Je trouve ça dur pour moi. Et il y a la place du taureau. Et ce qui est énorme, c'est qu'il y a donc ce taureau qui est il est énorme quoi, parce qu'il est sur un piédestal. Et au pied, il y a une pyramide à Nîmes. Mais une pyramide qui fait quoi, je sais pas, 7-8 mètres, enfin c'est quand même pas Khéops, mais dans l'ère du taureau, il y avait donc les pyramides et il y avait le taureau. Et je trouve que ça permettait, avec les pyramides, de voir les connaissances qu'ils avaient avec quelque chose apparemment idiot. Une pyramide, c'est quand même pas quand même une grande sculpture. Et ben si, justement, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en apparence, ça fait mastoc, mais dedans, on avait les 4 directions, par exemple. Et donc, si on a les 4 directions, on a aussi la croix des signes fixes. Pour nous, les astrologues, tu vas sûrement nous en parler aussi. Donc, il y a ce côté, les 4 éléments. Bon, il y a toujours le chiffre 4. Et quand on regarde l'empereur, tu vois, avec ce côté, il est quand même posé sur son siège, mais il est prêt à se lever. Tu vois, c'est un peu le taureau. Ok, je mange dans mon pré, j'ai mes barbelés, ça m'est égal. Moi, je mange tranquille. Mais si tu viens me mettre une banderille, alors là, je vois rouge, quoi. Et je trouve que l'empereur, il est prêt à se lever, tu vois, avec son sceptre en disant ça va devenir une matraque. La ceinture, je vais t'en foutre un coup. Et alors que bah, c'est quand même quelqu'un qui a réussi, il a quand même la matière. Et tu vois, il a même autour du cou, on le voit, il a une croix, donc les 4 éléments, tu vois, avec ses pieds, il forme le chiffre 4 en chiffre arabe, alors qu'au-dessus, on a le chiffre romain. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, que tu connais quand même bien le tarot aussi. Est-ce que cette carte, elle te correspond bien au signe du taureau? Eh bien, écoute, ce matin, j'y réfléchissais, je me suis dit, bah, pour moi, oui, c'est vraiment l'empereur. C'est l'empereur, c'est le chiffre 4, c'est cette stabilité, c'est cette corpulence aussi de l'empereur, hein, cette assurance aussi, Ouais. hein, parce que le taureau est rassurant. Souvent on le dit, hein, il est Ouais. rassurant. Et alors, pour aller totalement dans le sens du taureau, comme tu disais, là, à Nîmes, vous avez des taureaux. C'est vrai que dans toutes les villes du Sud, souvent, il y a des taureaux sur les places parce qu'il y a des férias. Mais je pensais aussi à un taureau qui est assez représentatif, justement, de ce côté d'attachement à la matière, mais dans un sens moins noble, c'est aussi le taureau de Wall Street. Hein. Je sais pas si tu as déjà vu le taureau de Wall Street. J'ai même touché parce que c'est pas un bœuf, hein, c'est bien un taureau. Il a enfin, ça porte bonheur. Je suis pas milliardaire, mais oui, c'est vrai. C'est l'argent. Voilà. Et vraiment, ce taureau-là, qui a un rapport avec Wall Street, et ben voilà, c'est le côté thésaurisateur du taureau, hein, il aime bien thésauriser, il aime l'argent, hein, c'est sa première dimension. La première dimension, c'est donc un rapport avec ça. Et c'est souvent, quand on tire l'empereur, effectivement, surtout en pour, hein, dans un jeu, ça signifie que ça va. On a les moyens, on est quand même assuré d'être d'avoir toutes les capacités pour faire face à une situation, on a de l'argent ou on a justement les moyens, les influences autour de soi, etc. Donc vraiment, oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. Alors, pour aller dans ton sens de l'argent de Wall Street et du taureau, évidemment, moi, je pense à Karl Marx, parce que Karl Marx était quand même un grand économiste et il a parlé de l'argent. En plus, il avait un peu la stature taureau, tu vois. Et puis, il y a eu, je regardais ça par rapport à la crise du dollar actuellement, donc très taureau, mais je voyais que dans l'histoire, il y avait un président américain qui s'appelait Ulysse Grant, qui était un taureau, qui a eu plein de problèmes avec l'argent, tu vois. Donc, ça, c'est le truc assez... comment je dirais, assez symbolique. Et puis plus récemment, bah, y a un taureau célèbre, je sais pas si tu vois qui je veux dire, le plus jeune milliardaire
à la une de Forbes, il avait 25 ans et il y avait que Charles Lindbergh qui a fait la une de Forbes à 25 ans. Tu vois pas? Hyper riche, très. Il s'est même acheté des îles à 60 millions de dollars. Tu vois pas? Un certain Mark Zuckerberg. Et Zuckerberg, écoute, je vais te dire que des fois je pars un peu en vrille, mais ça fait rien. Tu sais pourquoi le logo de Facebook de Zuckerberg est bleu? Ah non, je ne sais pas. Eh ben parce que en fait, il est un tantinet daltonien et il voit mieux le bleu. Et du coup, c'est là que je te dis que je pars un petit peu en vrille, c'est que j'ai pensé à Aldébaran où justement, tu sais, dans la constellation du Taureau, il y a une des 4 étoiles les plus brillantes du ciel que nous on voit, évidemment, et elle représente l'œil du Taureau. Et je me suis dit, le Taureau, l'œil, Zuckerberg, enfin voilà, des fois je suis un peu fatigué, mais je trouve ça c'est marrant. D'accord. Mais c'est vrai que Zuckerberg, avec son Facebook, il a réussi son coup. Hein. J'ai étudié dans un article là le thème de Apple et dans Cap sur 2025, justement, j'en parle de ce thème de Apple, de Facebook. Facebook, ouais. Je parle aussi du thème de Apple, de Amazon, etc. Et c'est vrai que bon, et il est en perte de vitesse avec Facebook et ça se comprend aussi par les transits qu'il traverse. Hein. Ah Voilà, ouais. mais ça c'était une petite parenthèse. Donc pour parler des 3 dimensions de notre cher taureau, eh bien donc bien sûr il y a le premier niveau qui est avec Vénus, une Vénus donc charnelle, on l'a vu, hein, c'est le taureau qui a faim, qui veut profiter de la vie, mais qui, au niveau basique, surtout si l'ego domine, eh bien, il possède les choses, il possède de l'argent, mais il ne fait que posséder, il pense pas trop à partager. Voilà. Le second niveau, à ce moment-là, il va être régi par la planète Vulcain. Alors la planète Vulcain n'est pas vraiment une planète visible, elle n'est pas du tout approuvée par la société astronomique, c'est clair. Bien que Le Verrier, en son temps, a eu vent qu'il y avait peut-être une planète qui pouvait exister, qui s'appellerait Vulcain. Mais bon, il n'a pas insisté parce qu'il ne l'a pas trouvé. Hein. Le Verrier, on l'a vu, c'était le découvreur de Neptune. Voilà. Donc, Vulcain, c'est une planète qui n'est pas visible. Alors, vous me direz, mais finalement, est-ce qu'on va tenir vraiment compte de cela? Eh bien, moi, je pense qu'on peut en tenir compte. Pourquoi? Parce qu'il y a apparemment des planètes qui sont pas visibles dans notre système solaire. Et il y a un petit gamin de 11 ans qui a qui a reçu en canalisation à une certaine époque dans les années 90 des informations sur ces planètes invisibles. Et vous pouvez si vous êtes intéressé, vous pouvez lire le livre dont on va mettre la couverture ici qui s'appelle Je viens du soleil d'un petit Flavio Copacabana qui est vraiment très intéressant parce que vraiment là on se rend compte que avec les yeux que l'on a, on se rend compte qu'on ne voit qu'une partie de la réalité. Même pas un dixième d'ailleurs, hein. Scientifiquement c'est prouvé, dans le spectre de la lumière, on ne voit qu'une petite partie, c'est ce qu'on appelle justement le spectre de la lumière colorée avec ces 7 couleurs hein, de l'arc-en-ciel. Voilà. Mais dans l'infrarouge, comme dans les autres dimensions, les autres vibrations, eh bien, il y a tout un tas de choses qui nous échappent. Donc moi je crois très fortement effectivement que Vulcain existe parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles et qui ont perçu sa présence. Et que peut nous apporter Vulcain en tant que régent ésotérique et régent hiérarchique, parce qu'il apparaît justement dans l'astrologie initiatique que Vulcain est à la fois la planète ésotérique et aussi hiérarchique. Alors, eh bien, c'est là qu'on peut comprendre que lorsque on a cette sensibilité lunaire qu'a le taureau, hein, bon, il a beaucoup d'imagination,
Mais l'imagination, elle prend sens justement dans le monde invisible, dans le monde de l'astral, comme on appelle. Alors, il y a le bas astral, bien entendu, qui sont des vibrations assez basses, mais il y a aussi le haut astral. Et dans le haut astral, eh bien, je pense qu'on peut capter justement ce genre de vibration et pouvoir la transmettre ensuite d'une façon soit artistique, et c'est vrai que le taureau, c'est un artiste, souvent, soit oralement ou justement avec ce côté initiatique. Et Vulcain, en fait, on peut en retrouver sa trace. Pourquoi? Parce que dans la sonde initiatique, on dit que Vulcain, c'est le cœur du Soleil. Et souvent, on le représente avec un cercle rouge. Eh bien, moi, j'ai retrouvé une certaine analogie avec la déesse Hathor, que voici, où on voit que la déesse Hathor, c'est donc une déesse qui est en rapport avec l'ère du taureau, que l'on retrouve dans les temples en Égypte, qui est magnifique, et qui donc, entre ces deux cornes, donc taureau, il y a ce cercle qui n'est pas lunaire, puisqu'il est rouge. Et donc, il y a pour moi un rapport évident avec Vulcain, la planète Vulcain, qui va donner donc un côté initiatique, mais à même fois, comme c'est de l'alchimie, hein, on peut voir le rapport avec les forges du fameux Vulcain. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre, à propos de ça? Ah, qui dit forge dit marteau et dit aussi, tu sais, des pinces. Et peut-être que si je continue mes élucubrations, j'y verrai des forceps. En tout cas, c'est comme ça qu'on disait. Et qui dit forceps dit bien la Lune, tu vois, on est dedans. Quand même, quand on voit l'importance des mythes par rapport à nos planètes, on peut se poser la question, c'est pas parce qu'on parle pas souvent de Vulcain dans nos planètes à nous que ça n'existe pas. Et les Romains, ils vouaient vraiment un culte important à Vulcain. Bon, Vulcain, c'était l'Héphaïstos grec avant, hein, évidemment. Donc Vulcain, il est né de Junon et de Zeus, hein, et ça tombe bien parce que sa femme c'était Vénus. Donc voilà, on n'est pas hors norme. D'accord. Alors, on l'associe quelquefois à Vesta, et comme aussi, pour ceux qui travaillent avec les astéroïdes, c'est important de dire que Vesta, elle est associée avec Vulcain, mais parce que il y a une histoire de stabilité, tu vois, encore une fois, dans le foyer, mais surtout, Vulcain, il était marié avec Vénus. Le problème, c'est qu'il était chargé par son père de fabriquer la foudre. Et il forgeait donc les foudres que Zeus envoyait après. Et il a à un moment pris quelques éclats de feu, donc il est représenté très moche, et Vénus, évidemment, s'y intéressait pas. Lui, par contre, ce qu'il s'intéressait, c'était la nymphe Etna, tu vois, et il réside encore aujourd'hui, mais seuls les initiés le savent, Vulcain est sous l'Etna, et c'est normal, parce que Vulcain, ça nous donne le mot volcan, et volcan, Vulcania, évidemment, pour ceux qui habitent à Clermont-Ferrand, tu vois, on a ce truc-là de comment dire, ce que t'expliquais tout à l'heure, le feu rougeoyant du volcan, et puis ce côté très noir que l'on retrouve en alchimie, tu vois, alors ça peut faire penser aussi un peu à Pluton, un peu au Scorpion, mais je crois que maintenant que Mars est parti, que Pluton a pris la place, je trouve que Vulcain est plus adapté parce qu'il y a ce feu qui vient du bélier, en fait. Et avec le cône du volcan, on a la Terre. Donc Vulcain est bien à cheval, entre guillemets, entre le bélier et le taureau. Et puis surtout, il était représenté à Rome, physiquement. Les temples dédiés à Vulcain étaient à la frontière, justement, de la ville. Donc il y avait, si on veut, d'un côté, l'espace de protection des champs, donc très taureau, et de l'autre côté, il y avait la ville qui bouillonnait, qui bougeait, très bélier, et donc il était représenté, adoré, adulé à la frontière. Donc je trouve que c'est quand même assez dingue de dire, ouais, bon, c'est des mythes et tout, les Romains et tout, mais par rapport à ce que tu dis, et ce que j'expliquais un peu tout à l'heure sur le côté que les taureaux ressentaient les airs de l'époque, les airs des taureaux et tout ça, je me demande s'ils n'avaient pas effectivement
effectivement senti qu'il y avait quelque chose en lien avec Vulcain, et c'est pour ça qu'il l'adorait quand même, hein. Alors Vulcain, il venait des îles éoliennes à la base, hein, c'était un peu le feu air, enfin sur les braises. Et puis après, il va déménager, il va aller sur une île qui s'appelle Volcania. Donc on est bien là-dedans, dans ce côté des volcans, de ce côté qui bout en dessous la terre et qui est quand même très très feu et en même temps très terre, hein. On est vraiment à la frontière des deux signes. Je trouve que c'est pas mal pour le mari de Vénus. C'est vrai. Ah, j'ignorais pour Vénus, c'est intéressant, hein, vraiment. On voit bien le rapport. C'est pas la même Vénus que la Balance, hein. On Non, est non. vraiment dans une Vénus qui a bien un rapport avec le charnel. Et c'est intéressant parce que Hathor elle-même est aussi une déesse qui est en rapport avec la fertilité aussi. Et donc, on a Ouais. vraiment ce côté femme. Oui. Maternelle aussi, hein, qui est très taureau, elle est très enveloppante, très enveloppée aussi, quelquefois. En tout cas, c'est vraiment intéressant, je trouve, lorsqu'on est taureau ou lorsqu'on est, par exemple, ascendant taureau, hein. Donc le maître de notre ascendant, eh bien, on voit que c'est Vénus. Mais si on va chercher justement le côté Vulcain dans le thème, eh bien, comme on sait que Vulcain ne s'éloigne pas du Soleil de plus de 8 degrés, Ouais. d'après Pierre Lassalle, mon ami Pierre Lassalle disait ça, 8 degrés avant ou 8 degrés après, eh bien, donc, on sent bien que dans notre Soleil, même si on n'est pas taureau, on peut avoir justement ce côté vulcain où on va chercher à élever un petit peu le feu igné afin d'en faire quelque chose de créateur. Et comme nous sommes des co-créateurs, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'éveil, il y a beaucoup de gens qui poussent dans ce sens, on est tous co-créateurs, eh bien oui, on peut employer donc cette force de Vulcain. D'ailleurs, parmi les artistes et les hommes célèbres que je connais, il y a Stevie Wonder qui est un taureau et qui a vraiment exploité à fond ce côté créateur, je trouve, depuis qu'il fait de la musique, depuis l'âge de 10 ans pratiquement, eh bien, il n'a pas cessé de créer, il a vraiment sorti des albums magnifiques Ah. et on sent bien c'est quelqu'un justement qui a puisé toute son inspiration dans la vie, les forces de vie, le chant, l'amour qu'il a chanté toute sa vie. Et donc il y a une production vraiment phénoménale, hein, qui est celle de Stevie Wonder. Un autre personnage, tu en as parlé tout à l'heure, c'est Freud. Hein. Là, on voit bien justement le côté sexuel qui a été mis en avant dans toute son étude, mais qui a servi de base finalement à la psychanalyse. Et c'est extraordinaire le travail aussi qu'il a fait de débroussaillage de l'inconscient collectif, quoi, à ce niveau-là. Et ça, c'est pas du domaine de Vénus, bien entendu. On sent bien que c'est du domaine de Vulcain. Aller chercher toutes ces forces inconscientes, hein, le surmoi, le ça, etc. Bon, voilà, il a fait un boulot assez phénoménal. Ouais, c'est vrai que pour rebondir aussi, je pensais que tu allais nous dire que le sexe c'était le scorpion et l'amour c'était de l'autre côté de l'axe, donc le taureau. Il y a un peu ce côté lien vraiment entre les deux parce qu'il y a quand même un qui mange et puis l'autre qui rejette. Donc on est un peu même sur les parties physiques, il faut reconnaître que le lien, enfin l'astrologie c'est quand même magnifique, même si je vais tout faire pour pas être squeezé par nos amis YouTube, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce lien entre la sensualité et la sexualité. Et dans un thème, il faut bien faire la différence entre les deux, tu vois. Et alors, je pensais que tu allais nous citer plutôt Duke Ellington, parce que je sais que tu aimes bien aussi un peu le jazz, tu vois, pour un taureau très comme ça. Et puis moi, j'ai plus une culture classique. J'ai eu une grande période musique classique. Et alors, si tu veux, j'adorais, faut peut-être pas que je dise le mot aujourd'hui, mais un certain Tchaïkovski, tu vois, j'adore Piotr Ilyich parce que je le trouve très sensible, tu vois. Brahms, c'était plus la rêverie, donc ça, c'est deux taureaux, ce sont deux taureaux. Et puis alors, tu parlais de la légèreté, tout ça. Il y a aussi un taureau, c'est, comment dire, Franz Lehár avec sa veuve joyeuse, tu vois.
Et du coup, je vais t'entraîner vers un autre champ parce qu'au début, tu as parlé qu'il y avait de la terre, en fait, c'était très matériel. Et il y a cette idée de mère patrie qu'on retrouve avec Richard Wagner et avec Prokofiev. Tu vois, la terre, c'est important. Du coup, je reviens sur mes hommes politiques et mes hommes politiques et femmes politiques parce que la patrie, la terre au sens, comment dire, de développer l'endroit où on est né, c'est pas un truc extrémiste ou autre, tu vois, parce que je pense à Golda Meir, tu vois, qui a voulu faire la patrie en Israël. Tu vois, t'as Tagore aussi qui était un taureau et Rabindranath Tagore, moi j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune parce que il parlait du Bengale, de l'Inde et tout ça, c'était son pays, quoi. Alors évidemment, on a le côté un peu excessif de la question. Alors peut-être Vauban, parce que Vauban, le taureau, il faisait ses constructions très carrées. Tu vois, lui il prenait 2 carrés, ça fait un 8, et toutes ses constructions étaient en étoile à 8 branches. Tu vois, c'était hyper solide. Et puis sinon, moins agréable, évidemment, on a Pétain et puis Adolphe. Alors bon, il y a peut-être quelquefois des pour Adolphe, on ne sait pas trop, hein, Bélier, il est un peu vulcain, lui, il est un peu entre le Bélier, un peu entre le Taureau. Par contre, mais c'est là où l'on voit justement la force de l'astrologie, c'est que on a bien entendu Adolf Hitler et qui est né le même jour que Charlie Chaplin. Chaplin. Et Chaplin d'ailleurs a fait un film où il interprète justement le dictateur. Et c'est vraiment extraordinaire de voir ça, qu'on a vraiment deux caractères complètement opposés, l'un dans la négativité, l'autre dans le côté artistique, positif, lumineux, etc. Donc tout ça pour dire que l'astrologie, bien entendu, n'est pas réductrice, n'est pas fataliste. On a tout de même un libre arbitre et il faut, bien entendu, essayer de l'employer le plus lumineusement possible. C'est ça, parce que il y en a quand même qui sont estampillés dans la liste des taureaux. Je pense à Jean Gabin, tu vois, qui aimait les chevaux aussi, la terre, ou Jean Rochefort aussi. Les deux Jean Gabin, Jean Rochefort, ils sont vraiment deux taureaux qui sont vraiment en proche avec la terre, quoi. Mais même les peintres taureaux qui regardent Botticelli, la Vénus qui sort. Botticelli était natif du signe du taureau et je trouve que c'est vraiment révélateur. Botticelli, c'est avec sa Vénus, le gars, même sans astrologie, je crois qu'il a tout compris. Hein. Magnifique peinture, vraiment, c'est extraordinaire. C'est justement, il y a le goût des couleurs, le goût de la lumière, le goût de l'art, de la finesse, et en même temps ce goût de la terre, effectivement. Vraiment. D'ailleurs, quand je pense à Botticelli, je ne peux pas m'empêcher de citer ton livre, Pierre, qui est magnifique. Hein, il faut vraiment que vous lisiez ce livre parce que justement, on parle beaucoup de Botticelli dans ce livre. Et ben, tu vois, j'ignorais qu'il était taureau. Bah, vraiment, ça me fait plaisir. Bah, j'ai un peu fait mon listing, tu vois, parce que je me suis dit la nature, quels sont les peintres nature. Alors, pour pas être franco-français, même si le douanier Rousseau, c'est assez tentant, il faisait des grandes feuilles, il était très taureau, voilà, verdure, on va dire. Mais il y avait aussi Gainsborough, tu sais, le peintre anglais, il faisait des paysages assez incroyables. Pareil, des peintres très liés à la nature. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup pour un certain côté, qui est taureau, c'est Salvador Dali. Parce que Dali, c'est un beau taureau, tu vois, mais c'est aussi un aficionados. Alors peut-être que dans une vie future, il va se retrouver taureau pour voir ce que ça fait, mais bon, ça c'est parce que je suis un peu revanchard. Bon, enfin voilà, c'est vrai que tu vois la terre aussi pour les artistes, même pour les gens aussi. Tu vois, il y a des gens comme Robespierre, par exemple, qui étaient quand même taureaux. Tu vois, c'était la patrie. Il y avait cette idée, je sais plus exactement les thèmes, mais enfin, ils vantaient toujours la mère patrie. Je crois, il y a Ho Chi Minh aussi dans la liste impressionnante des taureaux. Mais c'est pas des mecs qui rigolent tout le temps. Tu vois, Lénine, bon, Staline, il était Capricorne, Lénine, il était taureau, deux signes de terre pour défendre leur pays. Après, bon, c'est comme Adolphe, hein, il valait peut-être mieux aller faire le dictateur en Angleterre. Effectivement, il peut y avoir un côté un peu tyrannique chez le taureau. Hein, ouais. Je le reconnais. Ouais. J'ai travaillé sur moi, sur mon côté tyrannique à une époque. Et c'est vrai. Voilà, il a un côté, il veut absolument imposer son point de vue. Il peut être très borné, hein, vraiment dans le sens
pas comme le bélier, hein, qui lui peut être vraiment buté, mais borné, c'est-à-dire il va de borne en borne, voilà, comme dans son précaré, quoi. Là, il est amoureux de son précaré, et puis il faut pas rentrer dedans, hein, sinon attention aux coups de corne. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez jaloux, possessif, hein, il faut le dire. Voilà, parmi ses défauts. Maintenant, voilà, on peut dire aussi que cet amour pour la patrie, cet amour pour la patrie vraiment vient de la terre, de son amour de la terre. Ouais. Hein. Il aime vraiment revenir à son pays d'origine, par exemple, s'occuper de l'histoire de son pays. Ça le passionne beaucoup. Voilà, c'est vraiment un terrien, un terrestre, mais qui a conscience justement de son rôle à jouer du point de vue écologique. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de passion pour l'écologie et je ne suis pas le seul. Je connais beaucoup de taureaux qui sont très préoccupés en ce moment par cette question de la survie de notre planète. Et bon, il faut les rassurer, la nouvelle Terre n'est pas loin, elle est en train de se co-créer, il n'y a pas de souci, elle n'a pas besoin de nous pour être sauvée, de toute façon, elle a assez de force comme ça. Lorsqu'on a une conscience de tous cette vastitude de notre planète, hein, tout ce quand on voit par exemple la nuit, les éclairages de la Terre, bon ben effectivement, là où il y a des hommes, c'est vrai que c'est éclairé, mais partout ailleurs où c'est pas éclairé, ce sont vraiment soit bien entendu des océans, et là il y a énormément de vie, et soit des déserts, soit des montagnes, etc. Donc vraiment il faut pas désespérer, même si on pollue la Terre, elle sait très bien comment réguler tout ça, et c'est ce qu'elle est en train de faire. D'ailleurs, elle est en train d'évoluer, d'ascensionner comme on dit, et nous sommes bien obligés d'ascensionner avec elle. Donc voilà, elle nous impose un petit peu son rythme, et c'est normal. Il faut le respecter. En ce moment, il y a l'écologie avec le nœud nord qui est dans le signe du taureau, qui, depuis un certain temps, nous dit préoccupez-vous, intéressez-vous. Et puis, il y a Uranus. Et moi, je dirais qu'avec ces nouvelles technologies, écoute, je sais pas ce que je fréquente sur Internet, mais il y a ces histoires de terre plate, ces histoires de l'Arctique qu'on peut pas aller, que certains vont. Tu vois, c'est cette ère peut-être un peu ésotérique, moi, qui me passionne parce que tout ce qui est un peu caché, ça me plaît, quoi, évidemment. Mais bon, on nous donne avec ce nœud nord cette direction, effectivement, de nous en préoccuper. Mais moi, je suis pas vraiment inquiet parce que tu vois, on m'avait dit quand il y a eu Tchernobyl, ça va rester pendant des années, des années. Alors, je dis pas qu'il faut faire péter les choses, c'est pas ce que je dis, mais souvent, on est un peu à cultiver la peur, ce qui est bien parce que ça nous oblige à faire attention. Quand tu fabriques une centrale, vaut mieux mettre des boutons bien placés. Mais tu vois, de là à générer une peur permanente comme on vit en ce moment, d'ailleurs, sur plein d'autres sujets, je trouve que c'est intéressant de dire que pour la Terre, elle va s'en sortir parce qu'à Tchernobyl, maintenant, la vie a repris le dessus bien plus tôt que nos scientifiques le prévoyaient. Donc, je pense qu'il faut, tu vois, les taureaux avec votre sensibilité, ça me rappelle un autre personnage qui faisait du théâtre parce qu'il comprenait l'espèce humaine. Et aujourd'hui, tu vois, des fois, on nous dit il manque le scorpion Coluche. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il nous manque le Shakespeare, le taureau Shakespeare, qui savait parce qu'il faisait parler. Écoute, en 1600 et des brouettes, moi je sais pas trop, mais il y avait dans ces pièces de théâtre, il y avait des entités invisibles. Il y avait un spectre, je me rappelle plus. Hamlet, oui c'est ça. Hamlet c'est un spectre, donc il voyait bien peut-être le Vulcain Shakespeare, mais c'était cette comédie humaine. Et aujourd'hui, ça nous manque. Même Balzac qui était aussi taureau avec la comédie humaine et tout ça, tu vois. Ces gens qui pouvaient analyser la situation. Et moi aujourd'hui, j'ai peur qu'on nous entraîne dans un tourbillon de peur que la Terre va tomber, que les hommes vont tomber, etc. Alors que quand on regarde l'humanité depuis longtemps, la Terre s'en sort toujours. Moi, je sais pas, t'as entendu parler de la couche d'ozone pendant des années. Maintenant, on t'en parle plus. Elle est réparée, elle est complètement réparée.
Donc, Voilà, donc faut être optimiste. Le taureau, il est optimiste, même si, alors je vais te poser une dernière question quand même. Parce que, en fait, notre association, c'est quand même deux signes fixes. Donc, des vieux signes fixes, enfin, je parle surtout pour moi, mais on est, avec le temps, amené à assouplir un peu la fixité du signe. Mais je voudrais quand même savoir, est-ce que tu rumines? Ah oui, je rumine. Absolument. Ça, je peux te dire, je rumine. Intérieurement. Oui, 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 absolument. Mais même quand je mange. Et quand je mange, je fredonne. C'est ce que m'a dit ma petite fille. Elle m'a dit, pourquoi tu fredonnes? Pourquoi tu chantes quand tu manges, papy? Je dis, parce que voilà, j'aime manger et en même temps, ça me permet de méditer. Et quand je médite, je chante. Voilà. Donc, oui, je rumine. Non, mais enfin bon, ça va. Je peux bien ruminer assez longtemps. Oui, enfin bon, ça va quand même. Les deux signes fixes, on a mis un peu de l'eau dans le vin, de la tempérance. Ça fait pas de mal de temps en temps. Et ça, je pense qu'en ce moment, on devrait tous mettre un peu de liant pour que ça aille mieux, parce que je veux pas présager de cette deuxième nouvelle lune qui va arriver là, qui Oui. va nous amener vers le taureau. On a une éclipse totale là, et après on va passer en taureau. Donc, Voilà. on va pouvoir expérimenter le taureau pour de vrai. Si ce que l'on a vu avec les personnes célèbres, avec la psychologie, tout ça, on est bien dans les clous ou dans le champ. Tout à fait, est dans le champ. Uranus, tu l'as dit, est dans le taureau. Et il va être rejoint en 2024 par la planète Jupiter, qui pour le moment est en bélier, mais qui va faire une petite entrée dans le taureau. Je sais plus si c'est au mois de juin ou au mois de juillet. Enfin, donc, Jupiter va rentrer dans le taureau, et pour ami taureau, vous savez que lorsque Jupiter entre dans un signe, eh bien, il y a deux options. Soit effectivement on profite de ses largesses et à ce moment-là, si on est assez généreux, on partage et c'est tout va bien. Et puis il y a peut-être aussi le côté excessif qu'on a vu là avec Jupiter Bélier. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont eu un côté excessif avec le Bélier, hein, comme Palmade par exemple, Borne, Ouais, les Monsieur le béliers. maire, voilà. Hein, bon, voilà, pour ne citer que. Donc, attention, cher taureau, Jupiter rentre dans le taureau bientôt. Voilà, il faut l'accueillir avec cette justesse d'esprit, je dirais, de attention aux excès, simplement accueillir ce qui vient, et souvent, quand on n'a que ce qui vient, eh bien ça suffit, hein, parce que l'univers pourvoit à nos besoins. Je l'expérimente chaque jour. Quelquefois, je suis sur la corde. Eh bien, lorsque je demande, forcément, au bout d'un moment, ça vient. Donc, je crois qu'il faut être dans cet accueil-là, dans cette générosité de partage pour être un taureau qui va s'épanouir en 2023, là maintenant, et surtout en 2024, avec la réunion de Jupiter-Uranus. Bon, bah Patrick, merci beaucoup et infiniment pour ces moments que je suis très heureux de partager, mais égoïstement, je dois dire que j'attends toujours ce moment de retrouvailles avec toi, parce que c'est vraiment très sympathique, et puis j'espère que ça plaît aussi à nos amis qui nous suivent et prêts pour les Gémeaux. Eh bien, écoute, c'est vraiment réciproque. C'est avec joie toujours que j'attends avec impatience ce rendez-vous. Voilà, on nous appelle les compères. Eh ben voilà, on peut le dire, c'est vrai. Avec les Alors, à compères. bientôt les amis. À bientôt, Merci pour Patrick. votre À écoute. bientôt à tous. À bientôt.